cas, j'espère que vous allez bien. Non, nous, rien de nouveau, ça charbonne à mort et puis... Un nouvel appart là, vous êtes... c'est stylé. Ouais, bah du coup on a décidé de vivre à deux, mais ça fait un moment déjà, mais on a décidé de vivre à deux pour les vidéos YouTube et pour travailler du coup sur l'e-com, c'est beaucoup mieux étant donné qu'on s'appelait toute la journée 6 fois par jour, là juste à me retourner puis partager si j'ai une idée, un truc, un machin, tu vois. J'avais vécu avec un pote entrepreneur pendant je sais plus 2 mois. Ouais. C'est pas la même énergie, je trouve que c'est bien, enfin vraiment si tu veux charbonner et construire un truc, vu que t'es à deux, je sais pas, il y a une dynamique quand même différente que quand t'es tout seul, enfin perso. Ouais, après par contre tu t'arrêtes jamais du coup. Bah oui, parce que si le soir t'es avec ta meuf, les idées c'est bon, elles viennent plus. Hein. Par contre que si t'es avec la personne avec qui tu fais le business et tout, même quand tu regardes un film où tu joues à la play, par exemple, où on joue à la play, il y a des idées, des trucs, Ouais. Ça s'arrête jamais en fait. Me faire tailler un shirt. Je voulais vous update un peu sur les chiffres de la brand qu'on a lancée. Puis voilà, vous montrer les chiffres du mois dernier et Robin il va vous update sur ce qui s'est passé, ce qu'on a mis en place. Donc le mois dernier ça a été un très bon mois. Malgré tout. Pourquoi malgré tout, Robin il vous expliquera juste après. Mais ça a été un très bon mois, donc on a fait... Donc le mois dernier, on a fait 734 985 $, presque 1 million, mais pas encore 1 million par mois. Et donc voilà, c'est un relativement bon mois. Il n'y avait pas trop d'offres aux US, mais on a réussi à se démerder. Robin, tu peux update sur ce qui s'est passé un peu ? Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, je tiens à revenir, il y avait quand même 2 offres aux US, le Memorial Day et le Mother's Day. Donc ouais, dans le mois, il y avait ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, la dernière fois au dernier vlog, comme on vous a dit, on était à 30 KD à peu près. On est monté jusqu'à 33K et on a été stable tout le mois comme ça. Et en fait, pourquoi on n'a pas encore passé un palier, par exemple 40K, 50K ? C'est volontaire. En fait, Kenny a arrêté de scale et a stabilisé. Pourquoi ? Parce que à partir de ce moment-là, on avait des problèmes de stock qu'on a commencé à régler avec notre agent. On a envoyé un formulaire pour récolter des feedbacks par rapport au produit, pour savoir comment ils sont satisfaits ou pas satisfaits du produit et savoir ce qu'on peut corriger. Donc ça a été un peu un mois de solidification et de créer des bases solides sur la brand. C'est pour ça que Kenny n'a pas scale. Suite au retour qu'on a eu avec le formulaire, on a mis en place plein d'améliorations avec notre agent. Ça met du temps, ça se met pas du jour au lendemain bien sûr, ça faut travailler avec l'usine. Donc c'est en cours, il y a plein d'améliorations en cours. Également acheter du stock, donc ça demande du cash, énormément de cash. Et donc voilà pourquoi on en est là. Ça nous a permis quand même de faire un bon mois, mais on aurait pu scale si tout aurait été bien fait, on aurait pu scale, mais comme la boutique elle est plutôt récente, bien sûr on a des choses à mettre en place au niveau du stock, au niveau de l'amélioration du produit, etc. Donc voilà, là le goal c'est qu'on mette que ces choses-là soient mises en place, les améliorations, le stock, etc. pour que d'ici le mois prochain on puisse passer les paliers de 40K, 50K day et que Kenny puisse scale. Voilà la petite update les gars, on va continuer le vlog. Du coup les gars, on est avec notre ami Martin qu'on connaît depuis 4 ans maintenant, qui habite aussi à Bangkok. Et Martin, du coup, pour vous apporter un max de valeur aujourd'hui, il fait du e-commerce et il a fait du dropshipping, il fait toujours du dropshipping. Et il a build une marque, entre guillemets, il est en process avec sa marque aux US. Martin a un parcours assez inspirant et assez atypique parce qu'il a quand même pas mal galéré, il a changé pas mal de business jusqu'à arriver à trouver sa pépite et ses atouts pour se démarquer dans l'e-commerce, et aujourd'hui il fait de très beaux chiffres. Et du coup j'avais une question Martin, très intéressante, qui pourrait aider beaucoup de gens. Du coup tu as eu des hauts, des bas, tu as changé de business entre temps, tu as toujours gardé un petit peu tes boutiques à côté, mais tu n'as jamais eu de grosses explosions. C'est pour ça que peut-être que ça t'a amené à tester d'autres business entre temps. C'est l'effet de stagnation, le fait que tu stagnais peut-être un peu avec ton e-com. Je dirais plus que
J'avais jamais vraiment essayé d'autres business que l'e-com. Du coup, je m'étais dit, vas-y, j'ai envie de tester d'autres choses pour voir si c'est quelque chose que j'aime. Et au final, bon, l'e-com, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, tout ce qu'il y a autour de l'e-com. Donc, je suis revenu là-dedans. Et bah, maintenant, je suis 100% focus là-dedans. Je fais que ça. Et pendant un bon moment, je fais que ça. Ouais. Juste par curiosité, peut-être les gens se demandent quel autre business, du coup, tu avais essayé à côté de l'e-com et que tu as, entre guillemets, pas vraiment. Je sais pas si tu peux les mettre tous. Ouais. Entre guillemets, que tu n'as pas vraiment kiffé, que vraiment tu avais une grosse différence, que tu fais vraiment plus l'e-com, quoi. J'ai testé agence marketing. Agence marketing, en fait, le problème, c'est que moi, j'avais commencé l'e-com de base pour être derrière mon ordinateur et que personne me fasse chier, entre guillemets. Être en slip derrière ton ordi en train de bosser. Exactement. Bah, devoir quelque chose à des clients, devoir faire des calls assez souvent. C'est, voilà, moi, j'aime bien avoir ma petite équipe, faire des calls que avec mon équipe, être vraiment juste en petit comité, on va dire. Ne rien devoir à personne, sauf à mes clients, bien sûr, le produit. Mais c'est la délivrabilité un peu plus différente, on va dire, que l'agence marketing où c'est tout le temps devoir des trucs aux gens, tout le temps des services, etc. C'est un peu retourné dans le salariat, quoi. Entre guillemets, on va dire. Ouais, j'ai toujours des calls. Moi, j'aime bien être libre et bouger quand je veux. J'ai pas envie d'avoir des calls toute la journée et du coup ça veut dire que je peux pas faire ça à ce moment-là, je peux pas faire ça, enfin voilà, genre moi je suis libre, je suis derrière mon ordinateur, je fais mes trucs et ça tourne tout seul, on va dire, quoi. Ok. En fait, selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence et pourquoi aujourd'hui tu arrives à pouvoir scaler une nouvelle boutique aux US? Bah comme tu dis déjà, l'expérience forcément ça a joué et l'expérience du coup j'ai appris beaucoup de choses durant ces 4 ans. Je dirais que le gros point sur lequel je me suis amélioré, c'est vraiment focus sur les bases, focus sur 3 choses. Pour moi les 3 choses les plus importantes en e-commerce, c'est-à-dire le produit, l'offre et les créatives. Surtout là, le gros point sur lequel je me suis amélioré dernièrement, c'est les créatives. En fait, une fois que le produit il est validé, une fois que l'offre elle est validée, le dernier truc à vraiment valider, à tout tester, etc., c'est les créatives. Je me souviens sur ma première marque e-commerce que j'ai gardée, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai depuis 4 ans. Il y a mon premier winner, j'ai gardé la même créative, une seule créative, pendant, je pense, au minimum 1 an et demi. Ouais. Et j'ai pas dû tester beaucoup de créatives, je pense. La différence avec maintenant, c'est que je teste des créatives tous les jours. Donc là, il y a eu un gros changement à ce niveau-là. Juste pour imager la chose, ce que dit Martin, c'est 100% vrai. Et nous, c'est ce qui nous a toujours fait réussir plus que les autres boutiques. C'est les créatives. Et juste vraiment imager la chose. Si vous avez un feu de cheminée qui crame de fou, des belles flammes et tout, si vous continuez pas de mettre du bois dans la cheminée, le feu il va s'éteindre. C'est exactement pareil avec votre e-com. Si vous ne relancez pas des créatifs tout le temps, l'e-com il va commencer à faire de moins de bons résultats et c'est là où vous allez vous dire du coup mon produit il est saturé, c'est bon, il faut que je change de produit, il faut que je recherche un autre produit. Alors que non les gars, vous avez juste ciblé une audience très petite parce que vos créatives, le hook a attiré certaines personnes plus que d'autres. Vous pouvez faire encore 1 million, des milliers de hooks différents pour attirer d'autres avatars clients. Du coup, les gars continuent à faire toujours des créatives. Ce que a dit Martin, c'est très important et c'est ce que tous les formateurs devraient dire à leurs élèves en premier. Les bases, comme a dit Martin, les bases, les créatives, l'offre et le produit. Il n'y a rien de compliqué en vrai. C'est vrai, il n'y a rien de compliqué. Est-ce que tu as un petit mot à dire du coup pour la fin? On le fait, le classique que tout youtubeur fait. Si un petit conseil à par exemple un Belge ou un Français, on s'en fout, qui voulait se lancer là en 2024 et qui sait pas par où commencer ou qui a peur mais qui veut... Justement en fait pour éliminer cette peur, je pense que le truc le plus important c'est juste de passer à l'action et ça va vous permettre en fait de faire des erreurs et ces erreurs vont vous permettre d'apprendre et derrière d'ajuster justement pourquoi vous avez fait ces erreurs, vous allez ajuster le tir et vous allez justement vous retrouver sur la bonne voie. Ça c'est un conseil que j'avais donné et il m'a dit qu'il avait suivi je ne sais pas combien de formations, dont la formation d'Yomi par exemple, et qu'il n'avait aucun résultat. Et en fait le mec nous avait dit qu'il avait fait la formation entièrement et après il était passé à l'action. Donc en fait les premières vidéos qu'il avait regardées sur comment faire la boutique, tout ça, il avait complètement tout oublié. Ah ouais. Et il comprenait pas pourquoi il n'avait pas de résultat. Okay. Et il pensait qu'il avait toutes les bases. Sauf qu'en fait, comme a dit Martin, vous regardez une vidéo, tout ce que vous venez d'apprendre, il faut le mettre en action maintenant, en place maintenant, pardon. Parce que dans 1 heure, dans 2 heures, vous allez vivre, je sais pas, vous allez prendre le taxi ou n'importe quoi et vous allez tout oublier. Au moins 90% du contenu que vous avez regardé. Martin, super, merci à toi. À très vite sur la chaîne, j'espère. Merci. Du coup les gars, on va vous emmener avec nous faire un petit restaurant avec des amis qui font de l'e-com.
Bien le bonsoir dans le vlog. Ça va? Max, ça va ou quoi? Frérot, ça va super bien. On a bien mangé. On a bien mangé dans un bel endroit, les gars. Bangkok, c'est incroyable. Franchement, meilleure destination, on va pas se mentir. Eh ben, c'est un très bon sujet. Toi, t'habites, t'es expatrié maintenant à Dubaï. C'est ça. Et ma question, c'était quelle est vraiment la différence entre la Thaïlande et Dubaï? Parce qu'en fait, on va dire que Dubaï, c'est quand même bien exposé, contrairement à la Thaïlande. Mais en vrai, il y a énormément d'entrepreneurs, surtout dans l'e-com, qui sont en Thaïlande. Et du coup, toi qui as fait les deux, et qui est quand même bien habitué à Dubaï et maintenant bien habitué à la Thaïlande, parce que tu es déjà venu plusieurs fois, il me semble, en Thaïlande. Ouais, 100%. Quel est, selon toi, le meilleur spot quand tu es entrepreneur en ligne entre Dubaï et la Thaïlande? Et justement, le bon et le mauvais des deux. Alors, franchement, les gars, je pense que déjà, c'est mes deux destinations préférées niveau business en ligne. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que Dubaï et la Thaïlande, en tout cas de ce que j'ai fait. J'ai fait pas mal de choses. Je fais Kuala Lumpur comme grosse ville, Londres, New York. J'ai pas encore fait Miami, et ça, je sais qu'il y en a beaucoup. Marbella, j'ai fait. J'ai fait aussi pas mal de fois l'Europe de l'Est. Donc j'ai pas mal voyagé et franchement Bangkok niveau infrastructure c'est incroyable. C'est une des rares villes qui se rapproche de Dubaï à ce niveau-là et justement on a le préjugé avant d'arriver. Tu te dis c'est la Thaïlande, c'est plus les îles, la fête et t'arrives au final Bangkok, infrastructure de malade. Moi j'ai envie de dire, je trouve que c'est le mix parfait avec Dubaï où Dubaï ça va être plus cher, le coût de la vie va être beaucoup plus cher. Tu vas aussi avoir quand même plus de réseaux, même si à Bangkok il y a de quoi faire niveau réseau. Ouais. Dubaï, ça reste quand même vraiment au niveau réseau. Tu vas rencontrer du monde, énormément de monde. Par contre, tout coûte plus cher. Donc, c'est différent. Je pense que la Thaïlande, tu peux avoir un lifestyle incroyable. Enfin, si tu dépenses 6-8K par mois en Thaïlande, à Bangkok, t'es royal. À Dubaï, t'es bien, mais... À Dubaï, tu vas être dans les standards. Exactement. À Bangkok, tu vas être dans le top niveau. C'est un environnement qui est totalement différent que ce que tu peux retrouver ailleurs. Donc, franchement, je dirais... Les deux se valent. Peut-être Bangkok à faire en premier, tu vois, le temps, parce que tu peux vraiment avoir un bon lifestyle sans trop dépenser. Donc, c'est, je pense, génial. Et Dubaï, c'est plus focus charbon, ou sinon, ça peut te coûter très cher, tu vois. Donc, ton conseil, ça serait peut-être Bangkok pour construire et Dubaï peut-être après par la suite. C'est compliqué, c'est compliqué. Moi j'aime bien un petit peu le mix entre les deux parce que du coup tu profites un petit peu des inconvénients, enfin des avantages de chacun. Dubaï, moi je suis plus en mode charbon, tranquille et tout. Ici tu vas avoir un petit peu plus de fêtes. Enfin, t'as de la fête à Dubaï, mais ici tu vois c'est vraiment bonne ambiance, c'est sympa, ça te coûte pas un bras. Tu vois, tu sors, tu peux te faire plaisir. Comme t'as dit, c'est facile aussi. Par exemple, là t'as fait ta semaine de travail, t'es fatigué. À Dubaï, il va falloir que tu prennes la voiture, que tu réserves à l'avance ici, une petite boîte, pas de réservation, tu montes derrière une bike qui est en 2 minutes, tu rentres chez toi en 15 minutes et le lendemain, tu es en pleine forme. Ça ne demande pas d'énergie. La Thaïlande, demain, massage, gros, t'es tranquille. Frérot, l'équivalent de 20 €, t'es dans les meilleurs spas de la ville avec tous les traitements. Donc non. Franchement, la Thaïlande, c'est grosse qualité de vie. Donc, très dur à départager. Ok. Alors, toi, Max, t'es dans l'e-com, comme nous, depuis un moment déjà. Ça fait combien de temps? J'ai commencé Covid, premier confinement. 2020. Exactement, mars 2020, quelque chose comme ça. Et toi, tu as une histoire assez particulière, parce que tu t'es mangé un gros contrôle fiscal en France. Tu peux nous en parler un petit peu, parce qu'il y en a plein qui ont peur. Comment ça s'est passé? C'est quoi le truc? Moi, si vous voulez, j'ai commencé à faire mes premiers chiffres directement pendant le Q4 2020. Au début, j'étais mental fonceur et tout, je déclarais après. J'étais un peu dans cette mentale, en fait, c'est mon argent, j'avais 20 ans, j'avais un peu beaucoup d'immaturité par rapport à ça, et je me focusais vraiment sur faire entrer le cash, mais derrière, tout ce qui était setup fiscal ou quoi, les entreprises, la comptabilité, pour moi, c'était des problèmes de grands, et j'étais encore un petit. Donc, j'ai fait pas mal de chiffres d'affaires que j'ai pas déclaré, et je me suis fait
rattrapé pour ça du coup 2 ans plus tard. Donc j'ai beaucoup payé parce que forcément la micro-entreprise, en fait, j'avais pas changé ma structure de société. Et la micro-entreprise, c'est pas une structure qui est faite pour encaisser, on va dire, des gros montants, tout est relatif, mais des montants supérieurs à ces seuils. Du coup, j'ai eu pas mal de complications derrière financièrement. Là, je suis en train de me sortir de ça. C'est quasiment fini, mais c'est une bonne leçon. Et du coup, les gars, faites le petit conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est faites les choses intelligemment. Partez du principe que l'État sera toujours plus fort que vous et que vous pouvez tout simplement vraiment trouver des bons setups fiscaux pour payer moins d'impôts, même en restant en France. Renseignez-vous, prenez des comptables pour tout optimiser tout de manière légale. Ne jouez pas au con et ne négligez pas cet asset du business, parce que la fiscalité, c'est exactement comme ta capacité à faire des ventes sur ta boutique, c'est super important et l'un ne va pas sans l'autre. Donc renseignez-vous, déclarez et faites-le intelligemment pour pas avoir trop de problèmes après, quoi. Bah, tu as 100% raison et je voudrais juste rajouter, prenez votre business d'e-commerce comme une vraie entreprise et pas comme un jeu. Parce que c'est vrai que c'est facile de se lancer en e-com, on va pas se cacher, une boutique Shopify, 1 euro par mois, tu l'as construit en 10 minutes chrono. Bon, j'en rajoute, mais très facile. Mais il faut prendre ça comme un vrai business. Comme si demain vous allez lancer, je sais pas, une entreprise de maçonnerie par exemple. Bah, vous allez faire vos papiers, vous allez déclarer combien vous avez acheté de matériel, etc. Bah, c'est pareil. Dans l'e-commerce, c'est pareil. Il faut faire les choses proprement. Et comme a dit Max, en 2024, il y a tellement de moyens d'optimiser sa fiscalité, que ce soit en France ou à l'extérieur. Voilà les gars. Faites les choses bien. Ouais, faites les choses bien. Max, du coup, une dernière question. Toi, du coup, qui a bien chiffré en e-com, qui a eu des hauts et des bas, qui maintenant a construit une belle communauté et tout, qu'est-ce que tu vois, comment tu vois plutôt l'avenir de l'e-commerce? Avec tous les ans, on entend que l'e-com c'est fini, etc. On sait très bien que c'est faux, mais comment tu vois l'avenir de l'e-commerce? Est-ce que pour toi ça va continuer d'exploser? Est-ce que ça va vraiment changer avec l'IA et tout? Ça va devenir beaucoup plus simple et du coup il va y avoir beaucoup plus de concurrence. Comment tu vois l'avenir de l'e-commerce? Moi déjà, l'avenir il m'excite de fou, parce que je trouve que justement avec l'IA et tout, c'est incroyable. Il y a tellement de changements qui se passent au niveau de la société et qui impactent le business. Et l'avenir, moi les gars, je misais sur les communautés. Ça veut dire que ce soit en e-com, dans vos personal brands, mais là on est sur un sujet qui est le e-commerce. Les gars, créez des choses vraiment périn. Vous devez mettre votre client au centre du business. Maintenant, on va dire le coût d'acquisition d'un client augmente et augmentera sûrement d'année en année. Le but, c'est vraiment d'avoir des structures. Et en fait, les gars, vous êtes là pour créer un écosystème. Et ça veut dire, c'est plus avoir ta boutique, faire tes ads, encaisser sur ta boutique. Tu peux toujours faire de l'argent comme ça et ça marchera sûrement encore. Mais le mieux, les gars, c'est vraiment créer votre écosystème, créer des réseaux sociaux, donner une image et une expérience à vos clients, et des clients qui sont satisfaits, qui reviennent. Et en fait, plus vous allez bâtir et vous focaliser sur une chose, plus vous allez bénéficier d'effets cumulés. Et pour moi, c'est vraiment ceux qui vont réussir à créer des communautés autour de leur marque, avec des réseaux sociaux, tout un écosystème. Et vraiment, c'est comme en fait un petit jardin. Et tu récoltes tes fruits. Exactement. Et au lieu d'aller planter, d'aller faire un nouveau potager tous les mois, et en fait tu as ton potager, tu le développes. Et frérot, dans 3 ans tu auras des plants de tomates, des plants d'asperges. Tu vois, c'est une bonne image. Et en fait, il faut, comme tu as dit, on est 100% d'accord avec toi, avec Robin. En fait, il ne faut pas avoir des clients, il faut avoir des fans, les gars. Ouais. Des fans. Il faut que les gens, ils parlent de vous comme si vous étiez leur meilleur pote. Votre marque, c'est sa meilleure pote. Elle va en parler à sa copine. Mais pourquoi tu n'achètes pas là? Mais pourquoi tu fais pas ça avec eux? Regarde, tu vois, LV, c'est exactement ça. Tu vois, dans le sens où là, tu vois, genre, tu as du LV. Ça nous attire tous, on parle de LV, on en discute, putain t'as acheté ça, tu vois. On va pas dire du mauvais d'eux. On va pas dire du mauvais d'eux et tout se vend, il y a trop d'argent à faire les gars. Et regardez, tu vois, Robin, Kenny, les gars, ils sont là, ils font trop d'argent. Il y en a tellement qui font de l'argent e-com, les gars, à l'heure actuelle, beaucoup de gens brassent. Et vraiment, c'est juste une question de comprendre comment ça marche, analyser et faites des choses bien à long terme, mettez vos clients au centre et c'est pas de la magie les frères, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, ça fonctionne encore en 2024, ça va fonctionner encore dans 5 ans. Et les gars, prenez leurs conseils, hein. Franchement les gars, ils sont très humbles, très discrets, mais c'est 2 gros cracks qui font des énormes chiffres. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup aussi comme vous dans l'e-com français, donc prenez bien des advice des 2 boss en tout cas. Merci frérot.
Ah, avec plaisir, frérot. Allez, magnifique. Magnifique, hein. On a du bon